face avec ce matin, on va essayer de viser sur les frontières du travail de manière immatérielle. Ce matin, on a parlé beaucoup sur les frontières physiques, région de fleuve, Sénégal, Mauritanie. Maintenant, on va parler plutôt d'autres obstacles qui se posent au niveau du travail. Donc, vous allez avoir toutes les présidences énumérées. Je vais commencer avec Madame Varela, qui sera la discutante de présentation. Madame Varela, vous la connaissez, je pense que ce n'est pas nécessaire que je vous donne encore les informations, mais toutefois, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle est docteure en histoire politique et institutionnelle, spécialiste de la révolution de Noyette et de l'histoire du travail. Si j'ai oublié quelque chose, après vous allez compléter, n'est-ce pas? Donc, elle est discutante. On est assisté par M. Pabouna Fall, comme ce matin. Il va nous aider pour les traductions. Et je voudrais aussi vraiment encourager l'anglophone. Si par hasard on oublie de demander la traduction, qu'il lève le bras, parce qu'il faut qu'il puisse suivre comme nous tous. Donc, on compte sur ça. Moi-même, je suis Vilma Gorbel. Je suis un ancien Dakarois. J'ai travaillé pour le FNIAP dans le temps là-bas. Et voilà, de retour. Et je suis très contente d'être ici avec vous, invité par Babacar. Donc, commençons par le présentatrice. Et on est super content de pouvoir qu'est-ce que c'est en français? Accueillir Rama, qui était déjà avec nous toute la journée et hier aussi. Elle est tellement dynamique et elle est même assez dynamique pour encore donner une présentation cet après-midi. Sa présentation est intitulée Généalogie du capitalisme racial, le travail comme élément central dans la ruée vers la terre historique et contemporaine au nord du Sénégal. Donc c'est un sujet très vaste, très large, et on serait super inquiète de savoir qu'est-ce qu'elle a en tête avec ce titre, ce thème. Elle sera suivie par une présentation en Zoom par M. Nohan Sidibé, qui est de l'Université de San Pedro, Côte d'Ivoire. Selon nos informations, il est historien. Même M. Sidibé, si jamais cette information n'est pas complète, veuillez s'il vous plaît nous compléter, parce que je n'ai pas trouvé sur Internet les informations sur cet aspect. M. Sidibé, il va nous rejoindre à partir de Côte d'Ivoire avec son présentation qui s'appelle « Le travail des femmes en Côte d'Ivoire à l'épreuve de la contrainte, la perversion et la désillusion. Le cas des employés de maison dans le district autonome d'Abidjan à travers l'étude comparée des foyers, ménages africains et libanais. » C'est la période de 1960 jusqu'en 2022 qu'il va couvrir. Donc j'espère, M. Sidibé, que vous êtes avec nous. Je ne sais pas quel sens je regarde. Est-ce qu'il est là-bas ou il est là? Et où est la caméra? On n'a pas la caméra. C'est pas grave. Donc le plus important, c'est qu'on soit en contact. Oui, on voit bien Sidibé. Mais eux, ils ne me voient pas. Ah ouais. Donc la troisième présentation, ça sera faite par M. David Vasquez. Il est enseignant à l'Université autonome de Coahuila, Mexique. J'espère que la prononciation de Coahuila, c'est correct. Sinon, s'il vous plaît, M. Vasquez, veuillez s'il vous plaît nous corriger et aussi nous ajouter un petit peu quel est votre métier précis. On sait que vous êtes professeur, mais on aimerait bien savoir dans quelle branche. Probablement professeur de l'histoire du travail. Le titre de présentation de M. Vasquez, c'est « Global or Local et vice versa. La Première Guerre mondiale et son impact sur les travailleurs mexicains
de la betterave sucrière en Californie. Et on recule dans le temps. Vous voyez, maintenant, on va parler de la période 1917 jusqu'en 1918. Donc, ça date de longtemps en comparaison avec l'étude qu'on va entendre sur Abidjan. La quatrième présentation sera faite par les dames, je pense qu'elles sont ensemble, Flora Bajard et Maya Leclerc. Ces dames travaillent au Centre national de la recherche scientifique et en plus spécifiquement au laboratoire d'économie et de sociologie du travail en Aix-en-Provence. Et elles vont traiter du sujet de coopératives d'activité et d'emploi en France comme nouvelle forme d'organisation collective des travailleurs indépendants au XXIe siècle, portée et enjeu d'une protection sociale encastrée dans le contrat de travail. Donc, je dois ajouter que j'avais un peu trouvé des informations sur Internet sur cette dame, sur Florence, mais si vous voulez, vous allez le trouver vous-même. C'est ça l'avantage d'Internet. On peut tout trouver là-bas. Pourquoi je ne trouve pas? C'est le quatrième. Oui, donc, oui, voilà. Non, je pense que je l'ai écrit, mais je ne le trouve pas en ce moment. Oui, on avance et après, je vous la présente. Ah non, je le sais ici, pardon. Oh là là, c'est la vieillesse. 3 images. Donc, Madame Flora Bajard est le sociologue chargée de recherche au CNRS sur le travail et de recherche sur le travail indépendant, alternative et forme d'émancipation. Elle s'intéresse plus particulièrement aux céramistes d'art en France. Ensuite, Maya Leclerc, elle est également sociologue, mais avec la spécialisation socio-anthropologue, consultante et rechercheuse. Spécialisée sur les secteurs d'artisanat également, produits agricoles traditionnels et de patrimoine naturel et culture. Donc, j'espère qu'elles seront là avec nous cet après-midi et on est très contents de la disponibilité de ces personnes à distance de nous joindre. Sur ça, maintenant je vais vite demander à Rama de prendre la parole pour nous, mais pas avoir vous dites que Rama, son CV, je pense qu'on l'a déjà entendu, mais je voudrais ajouter qu'elle a écrit un livre sur le mouvement féminin en Afrique. Le titre de ce livre, c'est Féminisme africain, féminisme pluriel, hein? Une histoire décoloniale. Vraiment, moi, quand je rentre, je vais tout de suite essayer d'avoir ce livre. Ça, vraiment, c'est bon. Je suis très contente de le savoir. Je ne sais pas si c'est sucré, hein? Non, c'est pas sucré. Non, alhamdulillah. Donc, Rama, soyez les bienvenus. Du courage. Je pensais faire ma présentation en anglais, mais pour simplifier la logistique, je pense que je vais essayer de traduire en parlant, parce que le but, c'est aussi de se faire comprendre par la majorité qui est ici présente, qui est francophone. Donc, salam alaikum, j'espère que vous êtes bien, que añ bi diisul noonu, que yéen a ngi noppalu tuuti. Di jégalu par avance, s'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, ma présentation d'aujourd'hui porte sur une tentative d'établir une généalogie du capitalisme racialisé. C'est des questions sensibles. Dès qu'on parle de race, on voit une levée de bouclier. Mais en fait, c'était pour le point de cette présentation, c'est de dire que dans cette région où on est aujourd'hui, dans le nord du Sénégal, la pénétration du capitalisme a aussi eu des allures racialisées. C'est-à-dire que le capitalisme était non seulement la pénétration européenne, était au fin de produire afin d'exporter. Donc d'abord le coton, ensuite nous avons eu le riz et les produits
l'horticulture, donc les fruits et légumes frais, qu'il s'agisse d'haricots, de tomates, de maïs, tous les produits horticoles que vous voyez. Donc moi, mon travail s'intéresse principalement à la période après 2008, ce qu'on a appelé la ruée globale vers la terre, donc the global land rush. Mais moi, je me suis intéressée à quelles sont les ramifications locales. Parce que hier, si vous avez été au lancement du livre du professeur Marcel van der Linden, il nous a expliqué que pour comprendre le capitalisme, on devait s'affranchir des frontières nationales pour regarder comment il se déploie au niveau global, au-delà des frontières nationales. Donc c'est la raison pour laquelle, en regardant les processus d'accumulation de terre ou les ruées vers la terre, je me suis intéressée à plusieurs concepts qu'on utilise. Donc certains parlent d'accaparement, d'autres parlent de ruée, d'autres parlent d'acquisition. S'il y a une pléthore de concepts, c'est parce que cela définit une pléthore de choses qui se passent sur le terrain. Donc certaines acquisitions de terre se font avec l'aval des gouvernements. Donc c'est l'État qui signe des concessions aux compagnies. Nous savons que l'APIX, par exemple, a une politique très encourageante par rapport à l'investissement direct à l'étranger. Donc on met en place des mesures très favorables aux entreprises, surtout étrangères, pour qu'elles viennent et exploitent dans l'horticulture ou bien en tout cas dans les produits d'exportation. Donc ce type d'acquisition de terre n'est pas un accaparement de terre parce que c'est un contrat qui lie l'État à une compagnie pour un résultat. Cependant, il se trouve que le cahier de charges que l'État établit pour ces compagnies, la plupart du temps, il n'y a pas de suivi. Une fois le contrat est signé, on ne s'intéresse plus à est-ce que l'investisseur a rempli sa part du contrat? Non, on ne s'y intéresse pas. Alors qu'il continue à bénéficier des avantages de cela. Donc ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les accaparements de terre. C'est-à-dire qu'il y a l'État qui signe, qui en tout cas garantit des concessions à des terres sans pour autant consulter les populations qui sont sur le terrain. Donc il n'y a pas de processus ouvert de consultation pour savoir est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Donc l'État donne la terre et se dit que voilà, le négociateur, sur le terrain, ils vont pouvoir négocier. Et vous savez qu'avec la décentralisation, l'État est aussi décentralisé. Donc nous avons les communautés rurales qui sont depuis maintenant la loi sur la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation, qui sont habilités à signer aussi eux-mêmes leurs contrats avec les investisseurs qu'ils choisissent. Donc il y a plusieurs processus qui sont à l'œuvre et donc on doit être très prudent quant à la terminologie qu'on utilise, qu'il s'agisse d'accaparement, qu'il s'agisse d'investissement, qu'il s'agisse de ruée. Il faut être prudent. Mais moi, ce qui m'intéressait au-delà de cette terminologie, c'est de savoir qu'il y a des continuités historiques. Il y a aussi des ruptures, mais il y a des continuités. Donc, je ne suis pas historienne. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis political scientist. Donc, je suis en sciences politiques et études du développement, mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire économique. Parce que je me suis rendu compte en étudiant la Terre, les ruées vers la Terre, que si on se limite au cadre contemporain, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ce qui fait que je me suis intéressée à ce qui s'est passé en 1819. Pour ceux qui sont ici, qu'est-ce qui s'est passé en 1819 ici au Wallon? Qui peut me dire ce qui s'est passé? Hein? Talatender, non? Le traité de Ndiaou, donc voilà, qui est un traité qui a été signé par les Français avec les autorités du Wallon. Et on était en 2019 avec professeur Babacar Fall et l'IAE à Richard Toll dans le cadre de la célébration du centenaire. Du bicentenaire, pardon. Donc je me suis intéressée à ce traité pour savoir est-ce que l'histoire est en train de se répéter? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 200 ans? Donc il y a 200 ans, il y a un contrat qui a été signé parce que, comme vous le savez, il y avait une tentative d'établir une colonisation agricole du Wallon, donc pour chercher, pour produire du coton d'abord, ensuite
l'arachide et plus tard les fruits et légumes frais. Donc, ce traité-là a donné source à plusieurs interprétations, mais ce qu'il faut retenir, c'est entre 1819 et 1831, c'est qu'il s'est soldé par un échec. Qu'est-ce qui explique cet échec? C'est qu'il y a eu une compréhension différente de ce traité. Pour les autorités coloniales, le fait d'avoir signé un traité leur donnait une concession, mais ininterrompue, permanente, de ces terres. Alors que pour les autorités du Waalo, la terre, ils en sont seulement ils le gèrent au nom de leur peuple. Ils ne sont pas les propriétaires des terres. Donc, nous avons les Laman. Nous pouvons parler avec professeur Boubacar Bari de comment le Waalo était une société fortement stratifiée, mais avec une division du travail bien établie. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir quelles sont les ruptures et les continuités. Donc de savoir que le Waalo, cette oligarchie, cette société inégalitaire qui avait consenti à céder des terres avec un investissement initial de 1 200 000 francs qui était injecté pour répliquer le projet pilote de Richard Toll, donc les jardins de Richard, Toll ou Richard. Et Dagana a été choisi pour abriter ce projet de coton majeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce projet a été soldé par un échec. Pour quelle raison? Parce que, et professeur Babacar Fall le souligne d'ailleurs dans son ouvrage « Le travail au Sénégal », qui est un ouvrage fondamental pour nous, qu'il y avait une interprétation différente. Je l'ai dit tout à l'heure, de la notion de concession, déjà, de la notion de contrat, de la non-négociabilité d'un contrat, alors que pour les autorités du Waalo, c'était toujours négociable. Ils ont signé un papier, c'est tout. Mais leur terre leur appartient. Et l'autre problème qui se posait avec ce traité, c'était la mobilisation du travail pour exploiter les terres. Donc une fois le contrat signé, les chefs du Waalo avaient la lourde tâche de mobiliser et de superviser le travail selon les conditions du traité du Waalo. Cependant, cela n'a pas été facile parce que la plupart des Waalo préféraient cultiver leur propre champ que d'aller travailler pour autrui. Donc ça a été dépicté, portraitisé comme de la fainéantise. On parlait des Waalo comme des gens feignants, dans la littérature, en tout cas l'historiographie de certains chefs coloniaux, alors que c'était une forme de résistance au travail pour produire quelque chose qu'ils n'allaient même pas consommer. Donc moi, je me suis inspirée de ce cas historique pour dire que si on veut comprendre maintenant ce qui se passe avec les accaparements de terre dans cette région, la région de la vallée du fleuve, il était important de revisiter l'histoire. Pourquoi? Donc moi, je m'intéresse des accaparements de terre qui ont eu lieu après 2008-2009. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une combinaison de facteurs qui ont fait que plusieurs compagnies ont trouvé intéressant de venir investir dans le foncier agricole, etc. Donc, comment je fais cette comparaison? C'est d'abord avec les textes historiques, donc le livre de Boubacar Bari et le professeur Babacar Fall et d'autres textes. Il y a aussi Forensics of Capital de Michael Ralph, qui est aussi un historien américain qui a travaillé avec le professeur Mamadou Diouf. Et donc d'essayer d'aller au-delà de l'histoire événementielle pour s'inscrire dans la longue durée. Et donc comprendre comment, malgré qu'on se déclare comme un peuple indépendant, qu'on est dans la post-colonie, que la colonialité est quelque chose que l'on vit toujours. C'est-à-dire que malgré qu'on est indépendant politiquement, il y a des vestiges de la colonialité. Donc, quand vous veniez, vous êtes passé par la place Baïa, qui s'appelait avant place Faidherbe, par exemple. Il y a eu des remous de la population qui ont demandé à ce qu'on renomme cela. Et donc, c'est juste un exemple que je donne. Donc, les accaparements de terres contemporains. Je me suis intéressée à 3 compagnies qui sont dans la région de la vallée actuellement. Donc, je ne sais pas si je dois donner des noms, mais allons-y. La première, c'est la Société de culture légumière, qui est basée à Diama, mais qui a aussi d'autres sites à Ngalam et à Sawagne.
donc qui occupe l'ancienne terre de la Sokas, donc dans un contract farming. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est West Africa Farms, qui est à Kermamarsar, près de Yamanfal, pour ceux qui le connaissent. Et West Africa Farm produit pour exporter au Royaume-Uni où je vis. Donc, en regardant les produits sur les supermarchés, je m'étais intéressée à la provenance. Et parfois, je voyais origine Sénégal. Et je me suis dit, ah bon. Et ce qui m'a interpellée, c'est que lorsqu'on regarde le prix du produit, on se rend compte, dans mes enquêtes, que c'était plus cher qu'une journée de travail d'un travailleur quotidien dans les exploitations de SCL ou West Africa Farms. La dernière compagnie, c'est Senegendia, qui n'est pas une compagnie qui exporte, qui produit pour le marché local des patates douces, des patates, mais il m'a intéressée parce que je m'intéressais au capital étranger au Sénégal. Donc c'est ces trois cas-là que j'ai. Pour le terrain, j'ai fait 3 séjours au Sénégal entre 2016 et le dernier, c'était cet été-là. J'ai fait 3 mois dans le nord du Sénégal, en finissant en septembre. Mais les 2 premiers séjours, c'était en 2016 et 2017. Donc, qu'est-ce qui m'a intéressée dans les dynamiques de travail? C'est de dire qu'au-delà de l'acquisition des terres, et c'est ça dans une tradition marxiste, de se dire qu'au-delà de la terre, est-ce qu'on peut voir autre chose? Comment la terre est capitalisée, le travail est capitalisé, en fait. Au-delà de la terre, qu'est-ce qui est fait de la terre, en fait? Comment le travail est capitalisé? Comment, dans l'acception originale de Marx, il parlait de enclosures, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, du fait d'accaparer. Mais en fait, si on s'intéresse aux cas non occidentaux, il est possible de voir dans l'accumulation primitive du capital comment le capital devient fongible avec le travail. Donc les moyens de production de Marx incluaient le travail. Donc ce que l'ouvrier a à offrir, c'est sa force de travail. Donc comment cette force de travail-là donne place à une forme de semi-prolétarianisation des travailleurs. Donc, qui ont à offrir leur force de travail, mais quand ils ne l'ont plus et qu'ils n'ont plus leur terre non plus, ce qui se passe, c'est une forme d'accumulation par dépossession qui se produit. Dépossession non seulement de la terre seulement, mais dépossession aussi des moyens de production, qui fait qu'on en est à une sorte de prolétarianisation. Donc, en comparant ces 3 cas, on s'est rendu compte que les 2 premiers cas, West Africa Farm et SCL, ont connu un relatif succès du fait que les compagnies ont pris le soin de signer des contrats avec les autorités. Donc, des contrats formels avec les communautés locales, mais ensuite des contrats informels avec des intermédiaires qui vont négocier avec les populations locales, qui leur font part de leurs doléances et qui vont, comme par exemple, on veut que vous recrutiez en priorité nos habitants, que vous nous offriez que vous construisiez une école. Donc on voit une forme le désengagement de l'État fait place à une forme de privatisation des demandes sociales. C'est-à-dire que les populations locales, ne parvenant pas à demander à l'État de satisfaire à leurs besoins, vont s'en référer aux compagnies pour leur demander des routes, des services sociaux de base, des hôpitaux, etc. Et de ce fait, les compagnies s'assurent de verrouiller le processus parce qu'ils sont en train de répondre aux demandes sociales que l'État lui-même n'est pas en mesure de faire. Donc, de la responsabilité sociétale d'entreprise, on arrive à une autre forme de négociation ou de légitimation de l'autorité, aussi bien des pouvoirs publics que du secteur privé. Donc une privatisation, en fait, de la reproduction sociale. Et c'est ça mon argument principal. C'est-à-dire que j'ai observé le cas de West Africa Farm et Société de culture légumière. Il y a eu un relatif manque de protestation. Et cela est dû au fait que l'État a été impliqué. Senegendia, l'État a été impliqué, mais il y a 2 cas. On a le cas de Djokoul et on a le cas de Mban. Le cas de Mban a été couronné de succès, c'est là qu'on produit les patates, succès relatif. Mais le cas de Djokoul, c'est là
où il y a le refus des populations parce qu'ils sont allés voir ce qui s'est passé à Mbane et ils se sont dit que voilà, ça revient aussi à une forme de néocolonialisme et ils ont refusé. Donc, pour résumer, je fais le parallèle entre ce qui s'est passé il y a 200 ans et ce qui s'est passé maintenant pour essayer d'établir une généalogie du capitalisme international, mais en regardant ses ramifications et ses manifestations locales et de voir comment est-ce qu'on pourrait prédire les réactions de population à l'aune de ce qui s'est fait il y a plusieurs années. Donc, prédire, bien sûr, il y a l'approche de l'investisseur qui compte. Est-ce qu'ils ont consulté les populations ou pas? Est-ce que dans la région, historiquement, il y a eu des cas d'accaparement de terres qui n'ont pas marché? Donc, lorsqu'on parle de Nder, Madame parlait de Nder tout à l'heure, Wallo, West Africa Farm, c'est la région de Talatay Nder. Donc je pense que historiquement, le fait que le travail pour l'exportation, surtout c'est un travail le travail horticole d'exportation est fait par les femmes. Les hommes refusent de travailler dans ces fermes-là parce qu'ils préfèrent travailler dans leur propre champ. Pour eux, aller travailler pour quelqu'un d'autre, vendre sa force de travail à quelqu'un d'autre et dépendre de lui est une forme ne leur garantit pas l'indépendance et ils refusent cela. Ensuite, il y a la distribution des rentes comme les salaires, la reconnaissance, l'accès au travail, l'accès à l'eau, etc. Le support politique, c'est très politisé aussi. Il y a aussi la présence ou pas de formes alternatives de travail dans la zone qui importe. Et finalement, l'histoire politique de la région. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Djokul, qui est un fief antérieur du royaume du Cayor, et Nitt, qui est vraiment proche de Nder, ont aussi façonné cette résistance actuelle. Donc, il ne s'agit pas de déterminisme historique. Il s'agit d'essayer de voir, dans ce qui s'est produit historiquement, est-ce qu'il y a des leçons à apprendre pour qui s'intéresse au capitalisme racialisé et aux réponses aux accaparements de terres, qu'ils soient politisés, à la ruée vers la terre, pardon, parce que toutes les acquisitions de terres ne sont pas des accaparements. Donc, merci, c'est très résumé, mais j'ai essayé de traduire en même temps et il se peut que j'ai omis des choses et toute erreur est mon erreur personnelle. Merci beaucoup. About the sudden disappearance of 5,000 Mexicans who worked in Southern California's sugar beet fields. According to the story, there were strong rumors that German agents who worked for the Kaiser, for the German Kaiser, had infiltrated Mexican beet workers in the region to convince them to carry out a general uprising against the government of the United States. Other reports, the newspapers stated, point out that Mexicans are mobilizing quietly nearby the city of Los Angeles with the intention of attacking the city. Apparently, there was such an alarm in the early time in the city that the early times have intervened and interviewed the local police chief who clarified the issue, except for the lack of labor and employment, and for the fact that the farmers cannot pay higher salaries to American workers to harvest their crops, there won't be further repercussions in the life of the city. The incident reported by the Times helped us to reflect upon a few paradoxes presented by the agricultural labor market of the United States at the beginning of the 20th century. By the time when the incident was reported, there were officers from the United States Department of Immigration
research about the arrival of thousands of Mexicans to the United States. Just as other members of the Anglo community who live and work in Southern California, the government officers were stunned by ways in which the labor force they convinced was lost in the structure of the U.S. labor market acted. In short, authorities, society at large, and the press failed to recognize that these workers were inherent to the agricultural development of the United States Southwest, and that they also depended on political decisions and the market fluctuations that often were generated thousands of miles away. Society also got to notice that the workers responded to those forces according to their needs. By the end of the 19th century and beginnings of the 20th century, several conglomerates that operated in agro businesses have been imported thousands of workers from Mexico to toil in the U.S. fields. Paradoxically, in the middle of one of the biggest expansions of U.S. capitalism, these companies have implemented labor recruitment methods that were closer to colonial economies than to a well-off free labor. Labor recruiters, known in Spanish as enganchadores, labor agencies, and restricted contracts were part of a recently formed agro-industrial complex of the United States South. This created conditions that seemed to overwhelm, and the reaction of the labor force is I believe my manager and experience. I'm trying to provide at least 7,000 needs that it is disabled. The function is disabled. When I hear chairs scream, it is collective. I want to start with. One is that the importation of these workers points out that borders or frontiers are not just political or legal barriers, but they are also realities constructed by many experiences of those who actually live and cross them. In this case, the Mexican workers, the U.S. authorities, and the Mexican authorities. Number two is that even if they do not move physically borders, even if borders do not move physically, especially those that divide away from they are affected by global transformation. And they are affected because state intervene regularly in the circulation of labor forces or labor forces between two or more countries. And not only states intervene, in capital also intervene. So we will see the shoot of lobbying with the government in order to invest lobbying for support into the US. And but in Mexican workers, literally speaking of hiring Mexican workers at the border, and it's not just one or two or 10, it is thousands of workers. They are affected by them, and sometimes they do have a leverage or a chance to negotiate some of their conditions. Now I can show. Thank you. Thanks a lot. Now I believe you can see my screen. Now, what happens with the labor market? These particular markets, labor markets and labor markets that emerge is a really important market that has not been analyzed that much. I also want to call the attention here to the members of the network in order to think and rethink the necessity of studying plantations and agricultural labor markets in the industrialized
inside the industrialized world, or so-called industrialized world. These labor markets have a lot of paradoxes, especially for agricultural workers. In the case of Mexicans in the U.S., 2 hours away from the U.S.-Mexico border right now, and we still have a lot of consequences and a lot of issues to think about. Well, commercial agriculture needs thousands of workers. And I also want to call the attention about this debate that has emerged in the about whether this existed or whether it is called about the agriculture and commercial agriculture or plantation. A lot of plantations, a lot of people say that plantations themselves, market-oriented agricultural plantations exist inside the industrial world, and they created a lot of phenomena. We tend to think, for example, about the sugar industry or the sugar plantations in the Caribbean or in the Pacific, in places like Hawaii, Indonesia, Java. But we do not think about sugar production inside, for example, in the United States, or the sugar fields in Europe, which I'm sure a lot of people who are here know much more about me. They know much more about them than I do. Now, why is this important? Because in the case of the U.S. sugar beet plantations or sugar beet fields, an agricultural model proletariat emerged in these places, and in the case of the U.S., it was mostly born with Mexicans. Other places, maybe in Europe, it is born, from other labor markets. Finally, the U.S. needed to implement an agricultural or a sugar production of its own. Well, the reason is simple. The sugar cane production in the U.S. was destroyed by the Civil War. Let us remember that the population of the United States is constantly increasing in the 19th century, and therefore the consumption of goods like sugar is also increasing. And when the Civil War comes, the production in places like Louisiana, which was the region that was producing sugar at the time, most of the sugar of the domestic sugar, Louisiana sugarcane fields are destroyed by the Civil War. Louisiana is sort of in the low, it has lowlands and the dikes that protect the lowlands from the sea are destroyed during the Civil War, and also the lakes are liberated. Now, when the lakes are liberated, thousands of the lakes are liberated in Louisiana, the planters run out of labor force, right? Now, they start planting sugarcane, and what happens is that the sugarcane production, domestic production, is destroyed. As you can see in the graph, they were producing in around 1861, 1862, 200,000 tons of sugar per year. That goes down all the way to about 6,000 tons of sugar in 1865. So what happens is that the domestic sugar production is destroyed, and the United States has to import most of its sugar. They start importing a lot of sugar from the Caribbean, and this is when big conglomerates emerge. The so-called sugar trust that emerges in the East Coast, in New York City, actually emerges when
when they started importing sugar from the Caribbean and refining it. Okay, so I have just a little time. Let me just go ahead and tell you what happens next. What happens next is that they start, in the United States, they start adopting big sugar, and what happens is that a lot of sugar refineries emerge. Sugar beet refineries emerge, mainly in the Great Lakes region and also in the West Coast. And in each of these refineries, or around in each of these refineries, thousands of workers, Mexican workers, are imported. Now, we have the routes, and you can see. It's from Mexico or here? Today, the suburban area, and certainly you can search counties for the nearby of the or near countries where the sugar companies. And what happens is that when World War I comes, the United States controls the price of sugar, and a lot of countries, sugar beet plant is back to in 1918, and what happens is that a lot of Mexicans have to change from the industry. They start to cultivate, for example, lima beans or their crops, and also affects the Mexican beet workers, because there's a commodity crisis. I was going to show you that next one. I think around out of time. There's a commodity crisis in 1920, 1921, when the U.S. stops controlling the price of sugar, and there's a lot of Osuna plant sugar beet in 1921, and they have thousands of Mexicans have to go back to they start. Hello, Mr. David. Mexican they start asking for help in places like Guanajuato, in central Mexico, and that is the response that comes from the workers to this changing environment in World War I. So thank you. I will leave it there. I think there's a lot of room for discussion, but I will stop there. Thank you. Hello to everyone. I suppose you are all already tired. Thank you so much for the presentations and for the invitation. I suppose everybody is listening to me. I just have a very short comment, so we have maybe time for questions from the audience. I think we saw here 3 papers that deal and give important results and hypotheses on the uneven and combined development, on the entanglements between colonization, labor, land, and expropriation. That's what we saw, of course, in the case of Senegal, Mexico, and in our last paper concerning the circulation of the workers. I would say that what comes to my mind after reading these papers and listening to you, it's above all how labor and economy today was shaped by colonial countries today, which of course raises the question of how we conceptualize the economic relations nowadays. You have asked if independence is a concept also to be debated. I would add it the question of neocolonialism. Probably we have, it's a provocation I leave you,
we have jumped too soon to the concept of post-colonialism and maybe neo-colonialism would fit better in these relations, since we have seen how these structures which come from the 19th century play such a big role still nowadays in the configuration of capitalism. And of course, how all of this is absolutely connected with the production change in the core countries. As we saw, even in many different areas, either in the production of food or domestic work, we see how the production change are straightly connected with the economy of core countries. Concerning the paper on the cooperative work, I'm finished, sorry? No, I just want to know if you are translating yourself, because if we translate, we would like to... vous pouvez faire la transition ou, Sorry, say it again. Non, Do you want si on fait la traduction à fur et à mesure, Ouais. ou à la fin de toutes les 4 présentations, ce sera peut-être un peu On dur. peut faire au fur et à mesure. Je pense que vous avez terminé avec... Bon, mon français, c'est pas très bon, mais je peux dire quelque chose en français. Mon comment, c'est que le développement qu'on regarde dans cette présentation, c'est un développement plus connecté avec un concept de néocolonialisme qu'un concept de post-colonialisme. Donc, on regarde comme les structures coloniales du 19e siècle, il a un rôle aujourd'hui déterminant sur les questions de la propriété et des formes du travail et d'économie aujourd'hui dans ce pays. Donc, c'est mon commentaire. Et mon second commentaire que je vais faire en français et depuis en anglais. Mais mon français, je n'avais pas apprendre français dans l'école, donc c'est un petit peu un français imaginé, excusez-moi pour ça. C'est que quand je pensais qu'est-ce qu'il y a de commun entre la présentation de France sur les coopératives et le travail précaire aujourd'hui et les présentations sur l'économie de ce pays qui était colonisé avant, c'est la question de quelles sont les formes dominantes d'appropriation du sur-travail. Donc, je pense que c'est qu'il y a peut-être quelque chose de commun entre les présentations sur l'Afrique et la présentation sur France aujourd'hui. C'est peut-être qu'on a retourné beaucoup à une formule d'extraction du sur-travail sur la formule des plus-values absolutes, pas encore seulement les plus-values absolutes. Donc c'est typique de l'économie coloniale. Nous avons le travail forcé et des autres formes, longues heures de travail, etc., longue forme de plus-value absolue. Donc, si on regarde maintenant le travail précaire à Paris, à Londres, à les pays centraux, on regarde que la question fondamentale des heures de travail et des délocations à le travail et les heures extraordinaires qui a devenir permanent pour les gens peu avoir le minimum de qualité de vie avec ces travail précaires qui en général est un travail qui est payé 40% moins qu'un travail régulier. Je parle du pays central maintenant. Qu'est-ce que nous avons? C'est un... donc, dans un schématique marxisme, il a l'idée que le capitalisme, c'est première la plus-value absolue et depuis en plus-value relative. Et on regarde maintenant qu'il a
une combination des deux formules, historiquement et géographiquement aussi. So my last remark, I shall say it in English, is that what I found maybe in common between the paper on the precarious worker and the cooperative answer of the workers in France nowadays and the work at the beginning of the colonial, the modern colonial in the 19th century is what we see more and more is the use of labor force by extreme and extending working time hours, not just by the level of technology incorporated or training or other forms of relative surplus, but absolute surplus as well, since a huge number of these workers organize in cooperatives, they have to deal nowadays with the intensification of labor that, as Pietro Basso points in his wonderful book, Ancient, I don't have the translation now, is his book on the history of working time hours in the last 150 years. What we see is that, except after the Russian Revolution and May of '68, if we combine working time hours and intensification of labor, it's increasing nowadays the extension of the workday. Donc, c'est mon commentaire et merci beaucoup pour votre présentation et excusez-moi mon français. Merci. Tant qu'on vous attendait, une déléguée a posé une question, mais je pense que vous avez déjà répondu en partie. Un délégué de la conférence a demandé pourquoi le syndicat ne fait rien pour défendre les droits des domestiques. Et maintenant, on parle de syndicat en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez déjà dit qu'il y a les droits, mais ils ne sont pas appliqués. Donc, est-ce qu'il y a un rôle pour le syndicat là-bas chez vous? Allô, monsieur Sidibé, vous nous avez entendu? Non, il n'a pas activé son micro. Pardon? Vous lui dites d'activer son micro. Est-ce qu'il a entendu? Hello, Mr. Sidibé. Can you please put on your mic because we cannot hear you? On ne vous a pas entendu. Alors, je vous entends bien. Allô? Pendant qu'ils s'ajustent, je voudrais signaler qu'il y a des gens qui veulent voir le match qui a lieu à 19h. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'il n'y a pas un syndicat dans le travail domestique en bonne et due forme, mais il y a des groupes qui se constituent depuis plusieurs années maintenant. Et grâce à ces actions, à quelques actions isolées menées sur le terrain, et surtout au fait que le président de la République actuelle